Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Virginie Louis et Olivier Meunier, économistes à l'IWEPS, pour nous parler de la toute dernière édition de la publication Tendance économique qui sort aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour rappel, Tendance économique, c'est une publication semestrielle. C'est un exercice prévisionnel au niveau économique et ce travail, il est réalisé par une équipe pluridisciplinaire au sein de l'Institut dont vous êtes aujourd'hui les représentants. Alors je le disais, c'est aujourd'hui le 67e numéro qui est publié. Initialement, il était prévu à la mi-avril, mais vous avez dû leur reporter sa sortie. Pourquoi, Olivier ? Eh bien, Aurélie, est intervenu entre-temps le funeste Liberation Day, c'est-à-dire l'annonce par le président américain Donald Trump de l'imposition d'importants droits de douane à peu près à l'ensemble de la planète, y compris à des îlots désolés, peuplés seulement de quelques pingouins. Passons. Ce virage ultra-protectionniste de la politique commerciale des États-Unis, bien qu'annoncé, a surpris par son ampleur. L'annonce du président Trump a immédiatement provoqué une onde de choc sur les marchés financiers qui ont dévissé, comme on dit. Les indices boursiers à travers le monde se sont effondrés, faisant réapparaître le spectre d'une crise financière de grande ampleur. Elle a aussi fortement accentué le climat d'incertitude. Pour les prévisionnistes, c'était un peu bienvenue en terre inconnue. Et donc, vous évoquez ces droits de douane imposés par Donald Trump. Il est peut-être utile de rappeler ce qu'est exactement un droit de douane et les effets économiques qu'ils peuvent avoir. Alors, du point de vue de la théorie économique, le droit de douane sur un produit, c'est une taxe. Et comme toute taxe, elle introduit une forme de distorsion sur le marché de ce produit. Alors, d'une part, l'acheteur, il va payer son produit plus cher, ce qui va amputer son pouvoir d'achat. On peut avoir aussi une situation où les coûts de production des entreprises vont augmenter, puisqu'elles vont consommer dans leur processus de production des biens intermédiaires. Et d'autre part, une partie de la demande qui s'adressait à l'étranger, elle est réorientée vers le marché domestique, c'est-à-dire vers le marché national, à destination d'une unité de production qui, par hypothèse, est moins efficace, mais qui désormais est protégée de la concurrence extérieure par le droit de douane. Pour l'économie qui va imposer le droit de douane, en fait, elle s'inflige un choc d'offres négatif qui va peser sur sa croissance économique et qui va stimuler l'inflation. C'est en fait la situation des États-Unis. De l'autre côté, l'économie qui subit ces politiques protectionnistes, elle doit affronter un choc négatif de demande extérieure qui va réduire à la fois l'activité économique et l'inflation. C'est potentiellement la situation dans laquelle se trouvent les pays européens. Alors globalement, le commerce international de marchandises, c'est la première victime de ce type de politique protectionniste. En plus, le fait donc de protéger une activité qui, par hypothèse, est moins efficace, c'est une source de gaspillage. Et ça va peser à moyen terme sur la productivité de l'économie et sur la croissance, que l'on dit potentielle. En fait, c'est tout ça qu'on traverse actuellement. L'impact attendu sur les échanges internationaux, il devrait se faire sentir progressivement dans le temps. La réorganisation des chaînes de valeur, en fait, c'est un processus qui est relativement lent. Parce que pour qu'un ménage ou une entreprise substitue à son fournisseur étranger habituel un fournisseur domestique, ça va pas se faire du jour au lendemain. L'impact sur les prix, par contre, lui, va se ressentir beaucoup plus rapidement. Et ici, principalement aux États-Unis. Et n'oublions pas aussi que cette guerre commerciale, elle est source en fait d'une vive inquiétude pour les agents économiques et les marchés financiers, avec les annonces un peu tonitruantes du président américain, mais aussi ces revirements qui ne font en fait que confirmer le caractère imprévisible des décisions de politique économique aux États-Unis. Et cette incertitude, elle va affecter à très court terme en fait les décisions de consommation et plus encore d'investissement des agents économiques. Oui, donc dans ce contexte particulier, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous les avez contournées, Virginie ? Bon, après l'explication que je vous ai donnée, en fait, c'est pas si simple de mesurer l'impact du choc que je viens de vous décrire, et c'est encore moins facile d'apprécier les effets de ce choc international sur l'économie wallonne. En fait, il faut rappeler que notre analyse régionale,
elle s'inscrit toujours dans un contexte économique plus large, qui est le niveau belge, le niveau national et international. Et pour ce contexte international, nous nous basons habituellement sur les perspectives internationales qui sont publiées par des institutions de référence qui sont bien mieux outillées que nous, comme l'OCDE, le Fonds monétaire international, le fameux FMI. C'est ce que nous faisons à l'IWEB, c'est aussi ce que fait par exemple le Bureau fédéral du plan. Et quand nous sommes confrontés à l'incertitude qui est montée en flèche suite aux décisions américaines qui remettaient au final en question plusieurs décennies de libéralisation des relations commerciales internationales, au sein de l'IWEB, il nous a semblé qu'attendre les analyses, en l'occurrence du Fonds monétaire international qui était prévu pour la fin du mois d'avril, ça permettait d'ancrer notre analyse dans un cadre cohérent qui tenait compte des nouvelles conditions commerciales dans lesquelles étaient appelées à opérer les différentes économies dans les mois à venir. Et alors Olivier, donc ces analyses du FMI, elles disent quoi ? Eh bien, Aurélie, en lisant l'analyse du FMI, on comprend vite que réaliser ces perspectives macroéconomiques dans un contexte si particulier n'a certainement pas été aisé, même pour le FMI. Le FMI a d'ailleurs opté pour une présentation en plusieurs scénarios. D'abord, il établit un scénario dit de référence, où il reprend l'ensemble des décisions des politiques économiques telles qu'elles étaient connues à la date du 4 avril dernier. D'après les calculs du FMI, dans ce scénario de référence, la croissance de l'économie mondiale pour 2025 et 2026 serait revue significativement à la baisse. La croissance de 2025 aux États-Unis est la plus affectée, s'établissant à 1,8% contre les 2,7% qui étaient prévus encore en janvier. Il est aussi prévu que l'inflation se renforce pour atteindre 3% sur l'ensemble de l'année, contre 2% dans les perspectives de janvier. Ce qui limiterait la progression des dépenses des consommateurs américains, dont la confiance a en outre franchement reculé depuis le début de cette année, dans un contexte marqué notamment par le repli sensible des cours boursiers. Même si l'économie de la zone euro est relativement moins impactée, la révision des projections de croissance du PIB était également sensible. Celle-ci serait de 0,8% en 2025, contre seulement 1% prévu en janvier. Et le raffermissement anticipé pour 2026 est également amoindri, plus 1,2% de croissance contre 1,4% en janvier. Il était déjà anticipé précédemment que la croissance de la zone euro reste faible en première partie d'année 2025. Le net ralentissement à présent attendu des échanges internationaux renforce les difficultés de l'industrie européenne, si bien que la reprise qui semblait possible dans le courant de l'année 2025 ne devrait finalement pas se matérialiser avant 2026. Mais finalement, cette révision à la baisse, elle peut sembler modérée au regard du tournant protectionniste historique. Oui, à vrai dire, ça nous a surpris également. Mais le FMI insiste, et ça c'est le point crucial, il insiste sur le niveau de risque qui entoure ce scénario et qui est nettement plus élevé qu'à l'accoutumée. Pour donner une idée, le FMI évalue ainsi à 30% la possibilité que l'économie mondiale connaisse une croissance inférieure à 2% en 2025, ce qui n'est arrivé qu'à 3 reprises depuis 1980. Pour bien insister sur cet aspect de risque, le FMI a développé des scénarios alternatifs, dont le plus sombre est basé sur une escalade de la guerre commerciale internationale entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux. Point encourageant à noter, à l'heure de boucler nos propres projections, un mois après celle du FMI, les revirements américains et les premiers accords commerciaux conclus semblent accréditer le scénario de référence du FMI. L'évolution des indicateurs à haute fréquence, dont on dispose pour le mois d'avril par exemple, des indicateurs de confiance des ménages et des entreprises en Wallonie, en Belgique et en Europe, lui donnent également du crédit, au moins à court terme. Et donc, finalement, sur base de ce scénario de référence du FMI, quelles prévisions pouvez-vous faire, peut-être au niveau des entreprises d'abord, Virginie ? Alors, première chose dont on peut parler, les exportations. Oui. Puisque ça concerne bien entendu nos entreprises. Alors, là, la situation est relativement claire. Dans ce scénario du FMI, le contexte international, il va demeurer peu porteur pour nos exportations. Cette guerre commerciale, elle affecte évidemment à court terme les perspectives de croissance de l'économie mondiale, du commerce mondial. Et on sait que par ailleurs, au niveau européen, l'évolution du secteur industriel, elle était déjà hésitante. Donc, c'est assez clair, la reprise qu'on espérait déjà depuis un certain temps des exportations wallonnes, elle est une nouvelle fois repoussée. Selon notre scénario, en 2025, les exportations wallonnes enregistreraient une contraction de l'ordre de 1,3% en moyenne annuelle.
Sur la base aussi des estimations les plus récentes de la demande potentielle qui s'adresse à la Wallonie, la phase de perte de parts de marché des entreprises domestiques qui avait démarré en 2023 au lendemain de la crise énergétique, eh bien elle se prolonge en fait au cours de la période 2024-2025. Et cette évolution, elle est cohérente, en tout cas elle semble cohérente avec la dégradation que l'on observe ces dernières années de la compétitivité des entreprises wallonnes. Et l'épisode en fait que nous vivons là pour l'instant, il n'est pas sans rappeler l'épisode prolongé en fait de perte de marché qui avait suivi la crise économique et financière mondiale entre 2010 et 2013. On espère une reprise progressive des exportations wallonnes à l'horizon 2026. Les conditions conjoncturelles s'améliorant, et j'aurais envie de dire enfin en zone euro, avec un contexte plus favorable pour les échanges industriels intra-européens, eh bien la croissance des exportations wallonnes, elle devrait pouvoir s'inscrire à nouveau en 2026 en territoire positif, après 3 années, comme je l'ai dit, de franc recul. Ce sera également donc une bonne nouvelle pour les investissements des entreprises. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises, j'ai envie de dire à l'horizon 2026. Pour le moment, en 2025, il faut bien reconnaître que nos entreprises belges et nos entreprises wallonnes, elles évoluent dans un climat d'incertitude exacerbée. Et donc, les investissements, ils vont inévitablement souffrir de ce contexte. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour la Wallonie parce que ça élimine un soutien qui avait été précieux pour l'activité économique au cours des dernières années. Il faut rappeler que l'investissement des entreprises en 2024, c'est la composante qui a le plus contribué à la croissance du PIB régional. Grâce en fait à une progression en volume de plus de 8% des investissements des entreprises qui avaient été boostés en 2024 par l'investissement de très grande ampleur d'une entreprise active dans le secteur des TIC. Ce qu'on vit maintenant, c'est un épisode prolongé de sous-utilisation des capacités de production qui est couplé maintenant à des perspectives de demande qui sont relativement fébriles, voire déprimées, dans un climat économique qui est incertain. Et donc, le résultat de tous ces ingrédients, eh bien, c'est un investissement des entreprises qui est, j'ai envie de dire, purement et simplement anesthésié. Il n'y a pas véritablement de besoin en investissement d'extension à court terme et en particulier dans le secteur industriel. Pour amener un petit peu d'oxygène à la formation brute de capital fixe des entreprises en 2025, on espère que la dynamique plus structurelle d'investissement en faveur de la transformation numérique, de la transition écologique, qui sont encore soutenues en 2025 par le plan de relance européenne et qui prend forme en Wallonie dans le plan de relance de la Wallonie, vont pouvoir résister aux vents conjoncturels contraires. Et en seconde partie d'année 2025, et plus encore certainement en 2026, va se poser également la question des effets économiques du repositionnement géopolitique de l'Europe avec ces fameux plans de financement des dépenses de défense, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau des États individuellement. Et on pense évidemment là aux plans qui se dessinent notamment en Allemagne. Alors dans le tableau de l'investissement des entreprises, un point positif, c'est que le financement interne, le taux de marge des entreprises belges, il reste relativement élevé. C'est d'ailleurs ce que nous dit la Banque nationale dans son dernier rapport annuel. Et ces capacités d'autofinancement qui sont couplées à des conditions de financement externes, le financement bancaire en l'occurrence, qui sont de plus en plus souples, eh bien ça donne davantage de possibilités aux entreprises pour boucler leur plan d'investissement. Mais comme je vous l'ai expliqué, ces plans d'investissement en 2025, ils seront inévitablement moins nombreux. Voilà donc pour les entreprises. Que peut-on dire de la consommation des ménages, Olivier ? Oui, eh bien, sans soutien du commerce international et de l'investissement des entreprises, la consommation des ménages demeure en fait la principale source de résilience de l'activité économique régionale. Question confiance, le moral des consommateurs wallons a traversé des hauts et des bas.
Au début de l'année dernière, il y avait des inquiétudes, mais elles se sont en grande partie dispersées. La perception du chômage est restée favorable et les prévisions d'épargne montrent que la situation financière est globalement perçue comme préservée par les ménages. Cette amélioration de la confiance a globalement soutenu les dépenses des ménages durant une bonne partie de l'année 2024. Pour 2025, les revenus des ménages wallons devraient progresser à un rythme de près de 2%, dépassant celui enregistré en 2024 à 1,6%, compte tenu principalement de la résistance des revenus du travail, aidée par l'amélioration du marché de l'emploi, on y reviendra, et de l'orientation toujours baissière de l'inflation. Aujourd'hui, aux alentours de 2,5%, l'inflation est appelée à poursuivre sa décrue en Belgique. Nous avons retenu la prévision du Bureau du Plan et nous tablons donc sur un ralentissement assez marqué des prix de la consommation. L'évolution des marchés de l'énergie et les perspectives d'un ralentissement économique international ont en effet plutôt tendance à abaisser les perspectives d'inflation, ce qui devrait contribuer à soulager les finances personnelles des consommateurs. Dans votre scénario, est-ce que les ménages investissent toujours en logement ? Eh bien, sur ce point, on a d'une part la dégradation du contexte économique global, de nouveau, et d'autre part, une certaine fébrilité dans les attentes tant des consommateurs que des entrepreneurs du secteur de la construction. Ces deux points nous amènent à ne pas anticiper une reprise de cette composante en 2025, malgré la normalisation des taux d'intérêt qui a permis, certes, un lent redressement du nombre de crédits hypothécaires. En résumé, on a donc une consommation des ménages qui retrouve des couleurs, mais un marché immobilier résidentiel qui aura encore du mal à redémarrer en 2025. Quelques mots peut-être aussi sur l'emploi ? Plusieurs indicateurs confirment la baisse petit à petit de la pression de la demande sur le marché du travail, déjà observée en 2024. On a notamment le recul des taux d'emploi vacants, la faiblesse des prévisions d'embauche des entrepreneurs et désormais l'intérim. L'emploi a pourtant continué de croître jusqu'ici, s'accompagnant d'une baisse de la durée moyenne du travail et de faibles gains de productivité. Fait intéressant, ces créations modérées d'emplois ont permis au chômage indemnisé de reculer encore, sans générer pour autant de nouvelles tensions dans le contexte de progression modeste de l'activité. Alors, que peut-on anticiper en 2025 ? Eh bien, à nouveau, le climat économique général, très incertain, a naturellement un impact important sur les prévisions d'emploi. Par ailleurs, quand on interroge les employeurs sur les prévisions d'embauche, ceux-ci se montrent encore plutôt pessimistes. Nous n'anticipons donc pas une amélioration franche de l'emploi à court terme. Les rythmes de création nette d'emplois devraient donc rester modestes cette année. Pour 2025, face à une croissance du PIB estimée à 0,9% et une légère hausse de la productivité, nous tablons sur une croissance de l'emploi intérieur wallon en moyenne annuelle de 0,4%. Cela représenterait une augmentation d'environ 5600 emplois par rapport à la moyenne de 2024. Il s'agit donc d'une croissance continue, mais à un rythme mesuré. Et donc, Virginie, si on devait conclure et résumer cet exercice, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, c'est jamais un exercice facile de résumer, mais gardons l'idée d'un choc. Donc, nous sommes dans un contexte de choc protectionniste, avec une incertitude exacerbée. Pour l'économie wallonne, cela va se solder par des exportations et un investissement des entreprises qui seront inévitablement à la peine en 2025. Fort heureusement, on va pouvoir compter une nouvelle fois sur la résilience de la composante consommation des ménages. Ça devrait permettre à l'économie wallonne de conserver en 2025 un rythme de progression qui est relativement similaire à celui observé en 2024. On estime que la croissance wallonne devrait s'établir à nouveau à un pourcentage de l'ordre de 0,9%, ce qui est comparable en fait à ce qu'on a observé en 2024. Alors, merci Virginie Louis et Olivier Meunier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le 67e numéro de la publication Tendance économique se trouve sur le site de l'IWEPS. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.